Bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation du premier hackathon dédié à l'espace de défense, organisé par le commandement L'Espace et opéré par le pôle de compétitivité Aerospace Valley. L'objectif de cette session est de faire un point avec vous qui êtes ou allez devenir, nous l'espérons, acteurs de ce hackathon qui aura lieu en 2 temps, mais nous y reviendrons. Suivant, s'il te plaît, Mathilde. Je m'appelle Joël Anglès, je travaille au laboratoire d'innovation spatiale des armées du commandement de l'espace, le LISA, en qualité de conseiller innovation et je suis le chef de projet de Dev in Space. J'aimerais tout d'abord vous présenter aujourd'hui les intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, par ordre de passage des présentations que nous avons prévues durant cette heure. Pour commencer, colonel Thierry Blanc, vous êtes général adjoint stratégie, capacité, coopération et chef d'état-major au commandement de l'espace. Merci pour votre présence, mon colonel. Vous allez dans un premier temps nous présenter les enjeux de la stratégie spatiale de défense, ainsi que l'organe en charge de son déploiement, qui est le commandement de l'espace, créé début septembre 2019. Nous vous écouterons ensuite sur le concept et les objectifs de ce hackathon et sur les attentes du commandement de l'espace qui a imaginé la tenue de ce premier événement inédit en France. Nous passerons ensuite la parole au capitaine Pascal Perron, responsable du LISA au commandement de l'espace, qui nous présentera dans un premier temps les prérogatives d'innovation ouverte de ce laboratoire qui œuvre maintenant depuis 1 an et demi à veiller et capter les solutions duales proposées par l'écosystème industriel civil français au profit des forces armées. Il vous présentera en suivant les 2 défis retenus par le commandement de l'espace et sur lesquels vont s'affronter les équipes. Mathilde Gobet est chargée de mission Dev in Space chez Aerospace Valley. C'est principalement avec Mathilde que vous vous interfacerez pour les détails de l'organisation du hackathon. Mathilde va faire un point flash durant ce webinaire sur ce qu'est Dev in Space pour vous permettre à tous d'appréhender les caractéristiques principales de cet événement. Elle fera ensuite un point sur l'état d'avancement du projet et les prochaines échéances qu'il faut retenir. Pour finir, elle reviendra plus en détail sur le rôle attendu des principaux acteurs du hackathon, que sont les organisateurs locaux, les sponsors et les partenaires. Enfin, nous clôturerons notre webinaire par une session de questions-réponses que nous avons voulu suffisamment large pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Mon colonel, vous avez la parole. Merci Joël. Voilà, alors quelques éléments de contexte avant toute chose. Rappelez que l'espace est un milieu qui est essentiel au fonctionnement de notre société et à sa sécurité. Notre pays, qui est une puissance spatiale de premier plan, possède des atouts majeurs et nos armées utilisent l'espace depuis de nombreuses années, principalement dans des fonctions de veille stratégique et d'appui aux opérations, que ces opérations soient terrestres, aériennes et maritimes. La dépendance et l'importance de l'espace et des services qu'il offre à nos sociétés et à notre sécurité n'ont jamais été aussi grandes. Alors, l'espace est aujourd'hui au cœur d'une compétition à la fois stratégique et industrielle qui touche bien sûr ses applications civiles, c'est notamment le New Space, mais aussi ses applications militaires. Des menaces apparaissent et se développent. Ces menaces sont extrêmement variées. Bien sûr au niveau cyber, des menaces liées au brouillage, des menaces plus physiques, par exemple de capacité de désorbitation, des armes à énergie dirigée, etc. Donc toutes ces menaces potentielles sont émergentes et pour certaines commencent à émerger. Ces menaces peuvent cibler l'ensemble des segments sol, les différentes systèmes de communication, les logiciels ou même les segments spatiaux, que ce soit les plateformes ou les charges utiles, et être réversible ou non, allant de la neutralisation à la destruction. Cette compétition, ces potentiels affrontements qui peuvent émerger dans l'espace pourraient compromettre notre liberté d'accès et d'action depuis ou dans l'espace. Alors, fort de ce constat, la stratégie spatiale française a été consolidée et vous en voyez le processus illustré sur ce slide.
la stratégie spatiale française a été consolidée grâce à la forte impulsion donnée par le président de la République et la ministre des Armées. À cet effet a été élaborée une stratégie spatiale de défense globale et ambitieuse. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, cette stratégie spatiale de défense globale et ambitieuse vise à répondre aux menaces émergentes que j'ai évoquées. Pourquoi faire? Pour protéger nos satellites en développant notre aptitude à surveiller l'environnement spatial, afin de pouvoir détecter et surtout attribuer d'éventuels actes inamicaux ou hostiles. Répondre aux menaces émergentes afin de pouvoir défendre dans l'espace nos intérêts spatiaux face aux mêmes actes inamicaux, illicites ou hostiles. Pour cela, je dirais, nous avons une opportunité à saisir permettant de construire ou de renforcer notre autonomie stratégique. Il s'agit de saisir les opportunités qui sont offertes par le New Space et contribuer à revisiter notre modèle industriel. Donc le modèle général qui se dessine à ce stade laisse entrevoir la coexistence à venir entre les méthodes et technologies issues du New Space et celles qui ont porté le spatial jusqu'à présent. Il s'agit donc pas de remplacer un modèle par un autre, mais il s'agit donc de capitaliser sur le meilleur de chacune des approches, tout en préservant les exigences spécifiques au domaine militaire. Autre point, il s'agit d'élargir les coopérations qui jusqu'à présent étaient principalement basées sur l'échange capacitaire, d'élargir ces coopérations au domaine des opérations dans l'espace, domaine dans lequel les États-Unis demeurent un partenaire incontournable, et ouvrir ces coopérations à de nouveaux partenariats. Et nous devrons chercher à partager avec notamment nos partenaires européens, ceux qui sont capables et volontaires, vont essayer de partager une vision commune des enjeux stratégiques. Cette vision commune devra d'abord porter sur l'évaluation des menaces dans l'espace, sur notre politique et sur notre stratégie pour répondre à ces menaces et y faire face, ainsi que sur une ambition d'autonomie au niveau européen. Et cela passe notamment par une amélioration de notre interopérabilité. Cela passe aussi par des échanges de données, notamment des données de surveillance de l'espace. Et puis, bien sûr, dans le cadre de la mise en œuvre, de disposer de doctrines, de normes de comportement et de processus opérationnels les plus partagés possibles. Alors, pour cela, nous avons une feuille de route. Cette feuille de route vise à garantir la capacité de la France à agir dans l'espace, et elle s'articule autour d'une doctrine spatiale qui fixe le cadre d'emploi et la typologie des opérations spatiales militaires, de l'évolution donc de la gouvernance du domaine spatial militaire, et enfin de capacités et de ressources humaines qui doivent être adaptées à cette nouvelle ambition. Alors, tout d'abord, il s'agit d'affermir la doctrine spatiale de défense française. Alors, les opérations spatiales militaires, elles regroupent l'ensemble des activités qui sont réalisées par le ministère des Armées ou à son profit, opérations qui sont depuis et vers l'espace pour garantir la disponibilité, le suivi, la sûreté et la sécurité des capacités des services spatiaux nationaux ou d'intérêt national, et conserver ainsi ce qui est important, notre liberté d'appréciation, d'accès et d'action dans ce milieu essentiel. Alors, elle recouvre ces opérations donc également les actions qui sont menées ou qui seront menées dans l'espace pour protéger nos moyens et décourager toute agression. Le découragement est un volet important de cette nouvelle doctrine. Alors, la doctrine renouvelée en matière d'opérations spatiales militaires, elle s'articulera autour des 4 fonctions: le soutien aux opérations, le soutien aux capacités spatiales, la connaissance de la situation spatiale, l'appui aux opérations et l'action dans l'espace. Alors, nous allons développer aussi des capacités nouvelles pour répondre à cette ambition. Et donc un équilibre entre, je dirais,
moyens ou capacités patrimoniales et des services sera recherché pour chacun des différents segments évoqués précédemment, et ça selon plusieurs axes, en les incluant dans un système de commandement et de contrôle des opérations spatiales militaires. Et je détaillerai tout ça dans quelques minutes avec le volet capacitaire et la feuille de route. Autre importance pour rejoindre cette ambition, c'est de développer l'expertise spatiale dans la défense. Et pour cela, nous allons constituer une filière d'expertise avec des parcours professionnels les plus attractifs possibles. Et cela constitue effectivement un enjeu majeur. Alors, ces parcours professionnels spécifiques, diversifiés et valorisés, depuis le recrutement initial jusqu'au poste de haute direction. Donc, ces parcours professionnels vont être progressivement mis en place. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, bien sûr, cette montée en puissance, ça s'accompagne d'une gouvernance nouvelle. Et donc, dans un souci d'efficacité opérationnelle interarmée, dans un souci de cohérence, dans un souci de visibilité et de simplicité, le commandement de l'espace a été créé donc, en septembre 2019. Donc, il s'agit d'un commandement hybride qui est sous double subordination. Tout d'abord, celle du chef d'état-major des armées pour ce qui concerne les opérations, le volet capacitaire, la politique spatiale militaire, les coopérations. Et l'autre subordination, c'est celle du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour tout ce qui relève de la préparation opérationnelle, la génération de compétences et d'expertise, et tous les aspects organiques. Et tous ces points-là sont autant de facteurs clés de succès. Alors à terme, et vous le voyez sur la diapo à l'écran, le CDE s'installera à Toulouse. Sa montée en puissance sera continue jusqu'en 2025. Slide suivant. Au niveau des capacités spatiales, la responsabilité du commandement de l'espace en matière de capacité spatiale consiste à recueillir le besoin des armées, directions et services et de proposer les arbitrages au chef d'état-major des armées et d'exprimer directement les besoins en matière de maîtrise du milieu spatial, bien sûr, au chef d'état-major des armées. Alors, quelques rappels d'un point de vue budgétaire. Le budget qui est consacré à l'espace sur la loi de programmation militaire est de plus de 4 milliards d'euros, auxquels ont été rajoutés environ 700 millions d'euros au titre de la nouvelle ambition. Alors, ce budget permet le renouvellement de l'ensemble des capacités, ainsi qu'un effort important, notamment en matière de maîtrise du milieu spatial, c'est-à-dire la surveillance de l'espace et la défense active de nos moyens. Alors, ces capacités, elles sont réparties selon 3 fonctions: l'appui aux opérations, la maîtrise du milieu et l'action, ainsi qu'au centre de tout ça, un chef d'orchestre, un outil primordial qui est un centre de commandement et de contrôle qui est la véritable pierre angulaire de tout ça. Alors, les capacités actuelles d'appui aux opérations, celles qui sont actuellement à l'écran, vont depuis le sol jusqu'à l'orbite géostationnaire, avec cette année une année spatiale importante, puisque seront lancés de nombreux satellites, CERES et Syracuse 4A, seront lancés à l'automne prochain. CSO2 a été lancé en décembre dernier. Et donc, ces capacités d'appui aux opérations comptent parmi les plus performantes au monde. Alors, l'avenir dans ce domaine, ce sont les programmes IRIS et Céleste et Syracuse 4C. Alors, ce seront des systèmes nouveaux, avec des architectures nouvelles, et qui ne seront pas une nouvelle version des capacités existantes. Autre domaine prioritaire au sein de la stratégie spatiale de défense, la diapo suivante s'il vous plaît, concerne la maîtrise du milieu. Alors, le commandement de l'espace a pu passer de nombreux contrats de service, en particulier avec Safran Data Systems et Ariane Group. À titre d'exemple, le service de Safran Data Systems nous donne effectivement une capacité à suivre l'activité radiofréquence des satellites en orbite et permet contribuer du moins à une appréciation de la situation globale.
Alors, le principe des services que le commandement de l'espace acquiert est assez simple. On commence par une première année pour évaluer le service et puis effectivement, si le service convient, en étant, je dirais, ce service à la fois d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue plus capacitaire. Et puis après, on s'inscrit toujours, si le service est satisfaisant et répond aux besoins, dans une logique plus pluriannuelle. Alors, l'avenir en matière de maîtrise de l'espace, c'est la succession des moyens existants. Plus que le renouvellement, je préfère utiliser le mot succession avec le radar grave pour la surveillance de l'espace. On fera bien sûr appel de manière massive aux services spatiaux dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du renseignement, de l'intelligence and surveillance and reconnaissance, en particulier pour ce qui concerne la revisite. On fera appel aussi aux services en matière de satellites de télécommunications et en matière de surveillance de l'espace. Nous développerons des capacités d'action défensive dans l'espace pour démontrer un certain nombre de charges utiles et nous explorerons quelques concepts dans ce domaine. Et puis, fédérateur de tout ça, un démonstrateur sera mis en orbite normalement fin 2023, début 2024, un démonstrateur je dirais d'action défensive dans l'espace qui sera un véritable fédérateur de toutes ces capacités. Et donc, nous ferons en même temps de la doctrine qui permettra d'opérer ce démonstrateur. Nous mettrons en place une organisation adaptée. Nous générerons des ressources humaines, les équipements bien sûr, puisque ce démonstrateur sera construit. Nous le soutiendrons. Nous développerons un réseau d'antennes sol adapté pour pouvoir le commander. Nous mettrons en place un embryon d'outils de commande et de contrôle. Nous testerons sur ce démonstrateur des charges utiles et nous développerons des capacités nouvelles pour répondre à ces ambitions. Donc, ce sera effectivement un fédérateur majeur de toute cette ambition et une démonstration de cette volonté. Alors, notre défi, et là, la diapo suivante l'illustre, diapo suivante, s'il vous plaît. Le véritable défi, c'est la création d'un centre d'opération spatiale qui intégrera le maximum de données issues des capteurs de surveillance, que ces capteurs soient patrimoniaux ou non, que l'on maîtrise les données issues de ces capteurs ou non. L'objectif, bien sûr, de ce C2, c'est de détecter, c'est de caractériser et c'est d'attribuer tout comportement hostile ou inamical et bien sûr de pouvoir orienter une capacité d'action pour répondre à ce type de comportement hostile ou inamical. Alors pour ce qui concerne les futures capacités et de manière générale, le fil rouge qui anime notre réflexion, c'est de réfléchir plus en système distribué qu'en système centralisé. Système distribué pour effectivement disposer de davantage de résilience, avoir une organisation avec plus de subsidiarité, des systèmes qui seront plus réactifs et j'entends par là une revisite beaucoup plus importante, notamment pour l'observation de la Terre, et puis des capacités de se reconfigurer, je dirais en temps quasi réel. Et pour ce qui concerne les capacités de commande et de contrôle, c'est de viser un développement agile et en plateau afin de coller aux besoins. Donc agile en plateau, ça veut dire les utilisateurs, ceux qui ont le besoin et ceux qui sont capables d'y répondre, rassemblés dans une organisation qui soit réactive. Et bien sûr, mettre la donnée, sa capitalisation et son traitement au cœur de toutes nos réflexions, puisqu'effectivement, la donnée est au cœur de tout le dispositif. Et bien sûr, nous avons des opportunités pour faire face à ces défis. C'est de profiter des technologies issues du New Space, mais aussi issues du monde du numérique, pour bien sûr faire baisser les coûts,
mais aussi tirer avantage des technologies duales et du dynamisme de l'écosystème spatial et numérique. Voilà un rapide tour du commandement de l'espace, de la stratégie spatiale de défense et je dirais, les ambitions qui sont les nôtres et de la montée en puissance qui va nous accompagner jusqu'en 2025 et au-delà. Je laisse la parole au capitaine Perron pour ce qui concerne le volet innovation et je vous invite à l'issue des différentes présentations à poser les questions qui n'auraient pas été, je dirais, clairement adressées à travers cet exposé. Merci. Merci mon colonel, bonjour à tous. Donc moi je suis le capitaine Perron Pascal, donc je suis officier innovation au sein du commandement de l'espace. Je suis rattaché à la branche capacitaire, donc la division préparation de l'avenir, qui regroupe en fait tous les officiers programmes qui traitent les flottes de satellites existants, mais aussi leurs spécifications en vue de leur renouvellement tous les 5 ans. Et donc, je suis en charge du développement du LISA, l'humble laboratoire d'innovation spatiale des armées, dont le but, en fait, est de cartographier l'écosystème civil du New Space et de détecter des pépites et détecter des solutions avec un énorme potentiel dual pour répondre à des problématiques de développement militaire comme dont le colonel vous a parlé il y a quelques minutes. Et donc, la suivante. Et donc, on a créé le LISA il y a environ 1 an. On est effectif depuis janvier 2020. Nous sommes 3 actuellement et nous serons 4 cet été. Nous sommes situés dans un écosystème civil qui s'appelle Aerospace Valley, qui est situé à Toulouse et qui nous permet en fait de veiller tout l'écosystème français. Et donc, depuis 1 an, notre travail principal, ça a été de développer un réseau d'innovation. Donc, un réseau d'innovation centré bien sur des partenariats, notamment des partenariats institutionnels, avec bien sûr nos référents, nos experts que sont le CNES, l'ONERA et bien sûr l'Agence Innovation Défense et la DGA, et aussi un partenariat avec tout l'écosystème privé. Et en 1 an, on a réussi à cartographier à peu près 130 à 150 entreprises, pôles de compétitivité, laboratoires, avec un triptyque dans l'activité du LISA, c'est de capter, d'illustrer et concrétiser. En fait, notre mission journalière, c'est la captation. D'abord, écouter les besoins en provenance du commandement de l'espace, sur les besoins en cours de spécification, mais aussi les besoins en provenance des forces, pour essayer de comprendre comment des problématiques militaires, par exemple le développement de l'IoT, le traitement automatique des images, peuvent être solutionnées avec des solutions existantes dans le domaine civil. Et donc, on a capté les besoins, on a capté aussi les solutions existantes dans l'écosystème, les solutions et les opportunités, par exemple des tests au sol, mais aussi des expérimentations en vol. Et donc, une fois qu'on a récupéré les besoins en provenance des armées et les solutions qui existent dans l'écosystème civil, eh bien, on a fait de l'assemblage comme pour le cognac, c'est l'illustration. Le but du jeu étant de rassembler une ou plusieurs entreprises, de récupérer leurs solutions et leurs opportunités de façon à pouvoir répondre à une problématique militaire. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, alors bien sûr, c'est un échange continuel entre les experts techniques, le besoin des armées et l'écosystème civil. Mais une fois qu'on a réussi à faire une maquette de projet, notre objectif, c'est de le concrétiser. On ne va pas affréter un satellite parce qu'on n'en a pas les moyens et on n'en a pas la volonté. Ce qui nous intéresse, c'est de profiter d'opportunités en vue de démontrer la faisabilité de certaines technologies, la faisabilité et surtout l'utilité pour les forces de certaines solutions en provenance de l'écosystème civil. Et donc, notre objectif, c'est, grâce à l'Agence Innovation Défense et leur guichet d'innovation ouverte, qui est bien sûr le volet militaire, c'est de déposer une demande de financement pour des projets dans le but de démontrer l'utilité et la faisabilité d'une technologie pour les armées, afin qu'on puisse livrer à la DGA, dans son rôle d'innovateur planifié, de l'innovation ouverte en provenance de l'écosystème civil du New Space français. La prochaine. Et donc, maintenant que j'ai expliqué notre fonctionnement au LISA, je vais vous donner tous les sujets d'intérêt et innovation. Alors, effectivement, notre premier sujet d'intérêt, c'est vraiment la fusion de données hétérogènes. Effectivement, comme vous l'a dit le colonel Blanc, notre intérêt et notre priorité numéro 1, c'est de mettre en place un outil qui nous permettra de faire la surveillance de l'espace. Cet outil se fera grâce au big data et à la fusion de données qui viendront de capteurs
souverains, de capteurs commerciaux, sur de la donnée qui sera en provenance de différents capteurs complètement hétérogènes, sur de la donnée qui sera pas dont l'intégrité pourra être remise en question. Donc toutes les technologies qui sont à base de plateformes de traitement d'IA nous intéressent particulièrement. Le deuxième point le plus important, dans le cadre de la défense active, c'est toutes les technologies qui peuvent s'intéresser au développement de nouvelles plateformes, les rendre plus efficaces, les rendre plus efficientes, comment miniaturiser des capacités qui jusqu'à maintenant étaient l'apanage de gros satellites, comment les mettre sur des micros et des nanosatellites. Je pense par exemple au radar, je pense oui, le radar, déjà un très bon exemple. Et en fait, notre objectif, c'est de trouver des nouveaux moyens de faire de la surveillance de l'espace à partir de l'espace avec de nouveaux capteurs. Tout ce qui touche aux capteurs optiques avec des super résolutions, mais les capteurs optiques permettant de l'hyperspectral nous intéressent particulièrement. Les nouveaux types de capteurs comme le lidar, le radar embarqué, et tout ce qui émerge en fait dans l'écosystème nous intéresse particulièrement. Un autre point qui est vraiment important pour nous, et notamment pour les forces, c'est tout ce qui touche au traitement de la donnée, notamment dans le cadre du renseignement. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est toutes ces nouvelles technologies de traitement à bord des images ou de multiples données, ce qui nous permettra, d'ouvrir la voie de la rationalisation et de l'automatisation des tâches qui sont déjà au sol, notamment l'interprétation d'images, mais derrière tout ça, c'est l'autonomie en fait des effecteurs qui nous intéresse particulièrement. Un autre point qui nous intéresse, c'est tout ce qui est les nouveaux moyens de télécommunication. Comment optimiser les télécoms entre les satellites en orbite basse et l'orbite en géo et les utilisateurs. Comment permettre de rendre plus tactique la réception des données. Ensuite, toute la thématique des nouveaux matériaux, c'est-à-dire les nouveaux lanceurs réactifs qui sont en train d'émerger sur l'écosystème, mais aussi la fabrication. Comment apporter la plus-value de la fabrication de composites dans la miniaturisation et de rendre plus optimum le fonctionnement des satellites. Voilà. Et en toile de fond, bien sûr, la simulation à la réalité augmentée qui rencontreront effectivement la fusion de données dans notre outil de surveillance de l'espace et à plus large échelle, les services en orbite et la réutilisation de ce que ça soit des lanceurs ou des satellites. La prochaine. Donc maintenant que je vous ai présenté l'ISA et nos activités, laissez-moi vous présenter les challenges. Il y aura deux types de challenges. Il y aura un challenge sciences humaines et un challenge plus tech. Pour le premier, qui sera le challenge de sciences humaines, on va s'intéresser à l'Union européenne. Je vais vous laisser le temps de noter, mais bien sûr, vous retrouverez tout ça sur la publication YouTube qui sera mise en ligne d'ici quelques jours. Donc le premier challenge générique, sciences humaines, concerne l'Union européenne et la problématique de comment l'Union européenne peut-elle s'approprier les enjeux de sécurité et de défense dans l'espace. Pour le contexte, l'espace est devenu essentiel pour assurer notre sécurité, le développement de nos économies et de nos modes de vie, mais aussi au point de vue militaire pour la conduite des opérations. À l'inverse, une atteinte à cette capacité à utiliser le spatial fragiliserait complètement la puissance économique comme militaire. Or, avec l'accroissement de la concurrence internationale en matière spatiale, qui se traduit par l'entrée en scène de nouveaux acteurs publics et privés, ainsi que l'accélération du rythme des innovations, celle-ci s'accompagne d'un accroissement des menaces et des risques de déclassement pour les acteurs historiques, pour les nations historiques, du spatial. Et c'est cette dépendance partagée en termes de capacité spéciale, ainsi que le besoin accru en financement pour assurer l'autonomie des nations dans ce secteur et pourrait constituer pour l'Union européenne une opportunité pour développer un nouveau pilier de l'Europe de la défense. Et donc, pour ce faire, vous allez avoir 24 heures pour nous briefer. Le briefing durera à peu près 8 minutes pour nous briefer sur l'opportunité qui est donnée à l'Union européenne de devenir un acteur clé en matière de sécurité et de défense dans l'espace au profit des États membres. Pour ce challenge, vous serez libre sur le fond et sur la forme. Néanmoins, ci-dessous, vous trouverez quelques indices pour vous aider en fait sur ce challenge. Vous pourrez par exemple nous présenter la façon dont l'Union européenne utilise ses capacités spatiales, ainsi que celles des États comment les États membres utilisent les leurs pour contribuer à la sécurité globale de l'Union. Vous pourrez aussi identifier les risques ainsi que les menaces en orbite auxquelles les nations et l'Union européenne vont être confrontées. Vous pourrez aussi nous présenter les objectifs que pourrait se fixer l'Union européenne pour faire face à ces risques et menaces et les rendre acceptables. Enfin, vous pourrez décrire comment de tels objectifs pourraient être mis en œuvre par l'Union européenne
et comment les traités et la gouvernance spatiale européenne devront évoluer pour faire face à ces défis. En ouverture, vous pourrez aussi présenter les options qui se présenteront à la France dans le cadre d'une telle prise d'initiative européenne. Voilà, le deuxième. Maintenant, le sujet tech. Alors, le sujet technique va s'intéresser au cloud spatial dans l'espace, avec en toile de fond et comme problématique, quels intérêts de souveraineté et de défense pour la France dans l'adoption d'un cloud militaire dans l'espace. Les éléments de contexte. Pour le ministère des Armées, la donnée est au cœur des opérations militaires. Développer un outil de combat collaboratif qui repose sur la mise en réseau des capteurs, des moyens de commandement et de contrôle, mais aussi les effecteurs sur le terrain, offre un avantage militaire décisif dans la conduite des opérations. Pour le commandement de l'espace, l'apparition de solutions civiles de cloud rend désormais possible la prochaine évolution de cet outil de combat collaboratif via la possibilité de transférer dans l'espace le cloud de combat et son adaptation pour des besoins à usage militaire. Et donc, pour ce challenge, là aussi, vous aurez 24 heures pour nous briefer en 8 minutes sur l'opportunité qui s'offre au ministère des Armées d'investir dans un cloud spatial militaire et quels moyens mettre en œuvre pour le mettre en place rapidement. Pareil, là aussi, vous serez libre sur le fond et la forme. Néanmoins, quelques indices. Vous pourrez nous présenter les projets de cloud spatiaux militaires existants ou en cours de développement, ainsi que les cas d'usage pertinents que vous trouverez. Vous pourrez identifier les avantages que représente l'utilisation d'un cloud militaire spatial et lesquelles nouvelles capacités il pourrait offrir aux forces dans la conduite de leur mission. Vous pourrez aussi identifier les technologies et les capacités qui vous semblent les plus prometteuses dans ce domaine. Et enfin, vous pourrez nous présenter un plan d'action qui permettrait au ministère, en fonction des cas d'usage que vous aurez détectés, de mettre en œuvre rapidement, avec des produits sur étagère, une première capacité de cloud militaire spatial au profit du ministère des Armées. Voilà, j'ai terminé avec les deux sujets et je vous laisse la main. Merci, mon capitaine. Voilà deux défis qui nous promènent de belles compétitions à la fin du mois de mai. Mathilde, la parole est à toi. Tu vas nous présenter eh bien, les coulisses de ce hackathon Deaf in Space et les grandes échéances qui arrivent d'ici à la fin du mois de mai. Exactement. Donc, merci beaucoup, Joël. Alors, donc, un zoom sur Deaf in Space. Alors, Deaf in Space, rapidement, c'est quoi? Donc, c'est un hackathon. Un hackathon, c'est un événement sur 24 heures favorisant l'idéation collective. Donc, c'est, autrement dit, du travail en équipe afin de travailler sur des challenges plutôt techniques ou génériques pour trouver des solutions innovantes. Voilà, donc qu'est-ce que Deaf in Space? Deaf in Space, c'est le premier hackathon du commandement de l'espace. Il s'agit du premier hackathon unique en France, comme on vous l'a dit précédemment, sur le sujet de défense spatiale. Qui sont les maîtres d'œuvre? Donc, c'est le pôle Aerospace Valley. Nous avons été mandatés par le commandement de l'espace pour organiser la première édition de Deaf in Space en France. Quelles sont les attentes de ce hackathon? Donc, ça va être de porter un regard neuf sur les enjeux du spatial, d'apporter des nouvelles solutions et de trouver donc des pistes innovantes afin de répondre aux questions des enjeux du spatial. Donc, la compétition locale aura lieu fin mai, donc exactement les 21 et 22 mai 2021. Et la grande finale aura lieu fin juin ou mi-juillet. Nous reviendrons sur les dates juste après dans une slide un peu plus explicative. Enfin, où a lieu ce hackathon? Donc en France, comme je vous ai dit, c'est le premier hackathon national du commandement de l'espace et qui a pour volonté de s'internationaliser dans les années à venir. Donc quoi? Les participants n'auront qu'à travailler sur les deux challenges relatifs à la maîtrise de l'espace qu'a présenté précédemment le capitaine Perron. Donc ce hackathon est ouvert à tous les étudiants en dernière année, donc niveau Master 2 ou dernière école d'ingénieur, et aux jeunes salariés de moins de 3 ans. Et avec qui nous allons réaliser ce hackathon? Bien sûr, avec l'aide des accompagnants, autrement dit des experts, mis à disposition par les organisateurs locaux, les sponsors, les partenaires, et bien sûr par des experts du commandement de l'espace. Donc, je vais vous faire une rapide présentation de l'organisation de Deaf in Space. Donc, Deaf in Space, l'organisation centrale, est composée du commandement de l'espace et d'Aerospace Valley. Mais vos points de contact principaux, si vous avez des questions relatives à l'organisation de Deaf in Space, que ce soit pour être organisateur local, sponsor, partenaire ou autre, seront à adresser donc à moi-même et à Joël qui a introduit ce webinaire depuis le début.
Ensuite, un rapide état d'avancement du projet. Donc, la charte graphique est en cours de finalisation, comme vous pouvez le voir avec ce PowerPoint. Le règlement du concours aussi, ainsi que le pack sponsor, tout ça sera livré fin de semaine prochaine maximum. Donc, nous livrerons tout ça à toutes les écoles organisatrices et aux éventuels sponsors qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette aventure. Enfin, nous sommes en train de finaliser aussi la rédaction des fiches descriptives des challenges qui seront disponibles sur le site internet quand ce dernier sera ouvert et que nous livrerons aussi aux participants et aux organisateurs afin de pouvoir leur donner un œil avant le hackathon sur ces fiches. Et enfin, le site web est en cours d'élaboration pour une livraison fin avril. Donc, je vais revenir rapidement sur les dates à retenir pour cet hackathon. Donc, les dates à retenir. L'ouverture des inscriptions aura lieu fin avril sur le site internet, qui est donc actuellement, comme je vous l'ai dit, en cours de construction. Nous allons réaliser 2 bootcamps. Donc, ce sera le même contenu. Nous avons simplement décidé de faire deux sessions différentes afin de permettre aux participants de pouvoir y accéder s'ils n'ont pas pu y aller le lundi ou qu'ils ont des cours ou quoi que ce soit. Nous avons voulu du coup faire 2 sessions différentes sur 2 jours différents. Donc, ce sera le lundi 10 mai en digital et le mardi 18 mai en digital aussi. Ensuite, le hackathon donc, aura lieu le vendredi 21 mai à partir de 13 h jusqu'au samedi 22 mai à 19 h. Donc, j'ai mis en digital pour l'instant parce que la conjoncture actuelle ne permet pas de faire des événements en présentiel. Et enfin, la finale française, le 24 juin ou le 13 juillet 2021 à Paris. Donc, ces dates sont encore en cours de discussion de la part du commandement de l'espace et nous espérons faire donc un événement en présentiel si la situation sanitaire nous le permet. Donc maintenant, je vais vous expliquer rapidement les missions pour être un organisateur local de ce hackathon. Mais tout d'abord, je vais revenir sur tout ce que vous apporte en fait l'organisation centrale pour vous aider à organiser et à mettre à bien l'édition d'EFINSpace dans votre ville. Donc à ce jour, je vais commencer par vous présenter les 4 écoles qui sont organisatrices dans les 4 villes de France que nous avons du coup dans cette aventure. Donc, il s'agit de Polytechnique à Paris, il s'agit de l'ENSERM Matmeka à Bordeaux, de l'ISAE Supaéro à Toulouse et de l'ENSTA Bretagne à Brest. Voilà. Donc, nous sommes ravis d'accueillir ces 4 villes et ces 4 écoles dans l'organisation de ce hackathon et nous savons que ça va être un super hackathon dans toutes ces écoles et que les participants seront déjà très contents. Donc, ce que l'organisation centrale vous fournit, donc c'est une aide et un accompagnement dans l'organisation de votre édition locale. C'est un pack de communication complet, donc qui comprend la charte graphique, qui comprend des présentations PowerPoint, des flyers, des affiches, tout ce dont vous aurez besoin et même le contenu des posts réseaux sociaux que nous publierons sur nos réseaux sociaux d'EFINSpace qui sont aussi en cours de création. Nous vous fournirons aussi des experts et réservistes du commandement de l'espace lors de ce hackathon qui seront là pour apporter leur expertise aux participants. Nous vous fournissons aussi les 2 challenges sous forme de fiches descriptives, donc au format PDF, qui seront aussi disponibles sur le site internet lorsque celui-ci sera ouvert. Enfin, nous vous fournissons aussi bien sûr le site internet avec l'onglet d'inscription pour tous les participants. Donc, en tant qu'organisateur local, vous n'aurez pas à créer votre propre site internet ou votre propre site d'inscription. Nous gérons tout sur la plateforme d'EFINSpace. Enfin, nous réaliserons des webinaires à destination des organisateurs, donc bien sûr locaux, et des participants pour faire des points réguliers d'avancement, pour vous aider, pour vous conseiller et vous supporter dans l'organisation. Et enfin, nous pourrons aussi bien sûr faire des points plus individuels si chaque organisateur local le souhaite. Et enfin, les 2 bootcamps pour les participants qui auront lieu au mois de mai, comme je vous ai parlé précédemment. Donc, être organisateur local, c'est quoi? Tout d'abord, c'est prendre la décision d'organiser le hackathon en physique ou en digital, en fonction de la situation sanitaire, bien sûr, mais aussi en fonction de vos possibilités et de vos envies. Ensuite, ce sera bien sûr rechercher des sponsors locaux pour vous aider à financer les éventuelles dépenses dues à l'organisation. Je pense par exemple au prix. Ça peut être aussi donc, de l'organisation logistique si vous organisez le hackathon en présentiel et en physique. Enfin, il s'agira aussi de rechercher des membres pour votre jury ainsi que des experts, même si certains seront déjà présents
partenaires et par le commandement de l'espace, il est bien sûr important d'apporter les vôtres aussi. Et cela peut se faire principalement par les sponsors que vous aurez peut-être trouvés. Ils sont souvent volontaires pour proposer des jurys, des experts, donc n'hésitez pas à les solliciter dans ces moments-là. Enfin, il faudra aussi offrir un prix donc aux 2 finalistes de votre édition. Donc pour la grande finale française, il y aura donc 2 équipes par ville. On attend donc une équipe par challenge finaliste. Il faudra donc les récompenser pour leur belle prestation d'avoir gagné déjà l'édition locale et pour les envoyer à la finale française. Enfin, il vous faudra donc fédérer avec les écoles de votre ville et de votre réseau pour mobiliser un maximum de participants sur votre édition. Et enfin, il faudra bien évidemment communiquer auprès des participants grâce au pack de communication que nous vous fournirons dans les meilleurs délais bientôt, soit sûrement fin de semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas encore organisateur local, pour candidater, n'hésitez pas à remplir notre formulaire et à me contacter par email. Donc, vous trouverez toutes nos coordonnées à la fin de ce webinaire, avant le 20 avril, si possible. Enfin, pour devenir le premier sponsor, pour être sponsor du premier hackathon spatial de défense en France, voilà vos missions. Donc, il s'agira d'apporter votre expertise auprès des groupes de travail lors de l'édition locale. Quand je pense à votre expertise, c'est donc apporter des experts qui souhaiteraient être volontaires pour aider les participants, les conseiller, les supporter et bien sûr apporter votre expertise dans le métier. Ensuite, vous pourrez donc aussi participer au jury local de certaines éditions et contribuer financièrement à l'organisation de DeFinSpace. Vos contreparties, ce sera donc la visibilité sur un événement qui est organisé par le commandement de l'espace, la visibilité lors des éditions locales sur le site DeFinSpace, sur nos réseaux sociaux et bien sûr un événement qui sera la grande finale à Paris, qui est un événement d'ampleur nationale. Voilà, donc à venir, nous vous transmettrons le pack sponsor dans lequel vous trouverez tous les détails pour pouvoir être sponsor de DeFinSpace. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, vous n'avez qu'à me contacter à la fin de ce webinaire ou comme vous le souhaitez. Ensuite, nos partenaires de DeFinSpace sont les suivants. Donc, nous avons la DGA, nous avons le CNES, nous avons Onera et nous avons l'AID. Donc, nous remercions déjà ces 4 partenaires de nous suivre dans cette première édition de DeFinSpace qui est une grande innovation en France. Et leurs missions sont les suivantes, donc fournir de l'expertise métier et technique et des ressources humaines qui seront donc à disposition des participants pour les éditions locales. Ensuite, une aide logistique, bien sûr, sur certaines éditions, des conseils méthodologiques aux participants et bien sûr des données de plateforme de traitement numérique lors du hackathon. Voilà. Donc, voici ensuite nos 2 points de contact si vous avez des questions, si vous souhaitez nous joindre après ce hackathon. Je laisse donc la parole à Joël pour la session questions-réponses et je vous remercie pour votre attention. Merci Mathilde. Alors, je vous propose d'entrer dans cette session de questions-réponses. Nous avons un peu moins de 15 minutes et nous avons déjà des questions. Donc, voilà comment ça va se passer. Je vais donc lire chacune des questions par ordre d'arrivée et je laisse libre nos intervenants de prendre la parole pour y répondre. Alors, la première question que nous avons reçue, je vais donc la lire, est la suivante. Comment détectez-vous, entre parenthèses, méthode, outils, ces solutions issues de l'environnement civil? Je pense que c'est une question qui s'adresse au capitaine Perron. Je prends la main. Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, notre activité principale, c'est de capter. On va capter l'innovation par 2 points. Déjà, c'est la veille techno, des laboratoires qui se lancent aussi, comme nous, dans les innovations dans l'espace. Donc, je pense. Mais ensuite, une fois que on a cet état de fait, cet état de l'art entre guillemets, eh bien on va voir les entreprises, on retourne voir des entreprises qu'on a déjà fait, quand on a réfléchi un petit peu et on essaye d'assembler en fait des solutions qu'on a vues chez certaines entreprises qui voulaient pas se mettre dans le spatial ou sur
un domaine bien spécifique dans le spatial, et on les fait discuter. Donc ça nous arrive régulièrement de revenir vers des entreprises qu'on avait déjà vues, mais pour juste une cartographie, une référence en fait en tant qu'industriel dans le spatial, et leur reproposer soit un consortium, soit de rediscuter d'une technologie avec une autre entreprise pour développer quelque chose d'intérêt dual pour le développement capacitaire du commandement de l'espace. Voilà. Merci, capitaine. Alors, on passe à la seconde question. Les inscriptions se font donc sur le site. C'est une question. Donc, les organisateurs ne se chargent pas d'organiser les équipes. Question pour Mathilde. Alors, oui, tout à fait, les inscriptions se feront sur notre site directement, donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Et donc, les équipes se feront directement sur le site d'inscription. Voilà. Très bien. Comment interviendront les experts auprès des différentes équipes? Alors, comment interviendront-ils? Est-ce que c'est dans le sens qu'ils sont rapportés? Je pense que c'est à la fois sur le fond et sur la forme. Tu veux répondre, Joël? Oui, alors il faut savoir que les experts lors d'un hackathon sont présents, alors ils peuvent se relayer bien entendu parce que 24 heures c'est long. Généralement, comment ça fonctionne? Eh bien, les experts sont là pour répondre aux questions qui sont formulées par les groupes de travail. On essaye de faire en sorte que les experts puissent passer d'un groupe à l'autre. Voilà, donc et si d'aventure ce hackathon est complètement digital, on mettra en place un outil numérique qui permettra aux experts de basculer d'une session à l'autre sans aucun souci, à la demande évidemment des groupes de travail. Les éléments qui sont fournis par les experts sont des éclairages, des orientations, et ces éléments-là sont accessibles pendant les 24 heures que dure le hackathon. Exact. Alors, quatrième question, est-ce que le format digital est confirmé? Alors, dans l'immédiat, on dirait oui au vu du contexte sanitaire qui ne permet pas d'organiser des événements en présentiel. Pour autant, nous sommes en train de travailler sur une solution justement digitale à vous apporter pour pouvoir l'organiser afin que vous ayez simplement pour qu'on puisse vous former directement dessus et que voilà, nous travaillons encore dessus, mais après chaque école est libre de faire comme il le souhaite aussi. Mais nous faisons une solution digitale. Voilà. C'est important de dire et de préciser, Mathilde, qu'à ce stade, les organisateurs locaux ont encore le loisir de faire le choix, soit du présentiel, soit de l'hybride, soit du digital, en fonction des conditions sanitaires qui prévaudront à la fin du mois de mai. Connaîtra-t-on les critères de sélection? Alors la réponse est oui, nous vous fournirons un règlement de hackathon dans lequel une liste de critères de sélection sera fournie. Ce règlement sera disponible sur le site web de DevInSpace. Est-ce OK pour des participants, étudiants, jeunes diplômés de nationalité étrangère? Mon colonel, si vous voulez répondre. Ah, je ne sais pas si colonel. Bon, écoutez, la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse était oui. D'accord. Oui, la réponse était oui, le temps que le micro se déclenche. Très bien. Alors, petite précision, l'ensemble des échanges devra être fait en français, notamment face au jury. Les livrables seront aussi livrés en français, mais en revanche, les groupes de travail pourront tout à fait être soit anglophones, soit francophones, mélangés. Il n'y a absolument aucun souci de ce point de vue, puisque vous l'avez vu, les défis qui ont été soumis par le commandement de l'espace ne requièrent pas un niveau d'habitation, un niveau de sensibilité qui empêcherait les étudiants étrangers de participer. Quel volume de participants par école espérez-vous? Eh bien, écoutez, le plus important, j'ai envie de répondre, chaque école, chaque édition dans chaque ville a le loisir
de mobiliser son réseau. Donc, le maximum d'étudiants serait le bienvenu. On espère que cette édition puisse rassembler quelques centaines de participants. Ce serait une belle réussite pour cette première édition. Alors, quel lien avez-vous avec ActInSpace? Le site web prévu pour DevInSpace proposerait-il les mêmes services que celui d'ActInSpace? Je peux peut-être répondre, Joël? Oui. Donc, le lien avec ActInSpace, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que je suis une des organisatrices d'ActInSpace de l'édition 2020. Donc, voilà, il s'agit d'un hackathon dans le même principe. Donc, non, le site DevInSpace ne présentera pas les mêmes services que celui d'ActInSpace parce qu'ActInSpace, il s'agit d'un hackathon international. Là, il s'agit d'un hackathon national. Donc, nous passerons par une plateforme plutôt digitale afin de pouvoir optimiser au maximum nos ressources et pour ne pas faire quelque chose de trop gros par rapport à un événement qui est national. Voilà. Faut-il harmoniser les prix entre les différentes écoles? Quel montant? Alors, je peux répondre éventuellement, Mathilde? Oui. Vas-y. Alors, oui, il serait effectivement de bon ton d'harmoniser les prix. Les écoles organisatrices, nous allons donc prendre contact avec chacune d'entre elles et idéalement, il faudrait effectivement que les points de contact des écoles puissent discuter de ce sujet-là. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, quel montant, à voir si effectivement on parle d'un prix en numéraire ou plutôt d'un prix en nature. Ce sont des choses qu'il va falloir discuter avec chaque école organisatrice et éventuellement de façon collégiale pour que cette harmonie existe au sein des écoles organisatrices. Combien de participants par équipe? Ce sera des équipes de 2 à 5 personnes. Voilà, et ce sera mentionné dans le règlement de DevInSpace directement. Alors, une question concernant le pack sponsor. Vous avez parlé de la dispo du pack organisateur fin de semaine. Qu'en est-il de la dispo du pack sponsor? Alors, on travaille actuellement sur son contenu. Pour être complètement transparent avec vous, j'ai terminé la V2 une heure avant le webinaire. C'est une V2 qui va être revue par le commandement de l'espace et une fois que nous aurons convergé sur le contenu, nous allons donc charter ce document et nous fournirons ce document aux candidats potentiels au sponsoring. Alors, bonjour, je suis en charge de l'innovation à Epitech Toulouse. Le hackathon peut-il être ouvert aux étudiants d'autres promotions en plus des étudiants en cycle master? Alors, c'est une question que mon colonel, si vous avez éventuellement la réponse, ça me rappelle une discussion que nous avions eue l'année dernière lorsque nous brainstormions sur DevInSpace. Nous avions parlé effectivement de la cible des étudiants. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, je pense que par construction, ce hackathon est extrêmement ouvert. Donc, je ne vois pas pourquoi nous restreindrions à une catégorie plutôt qu'à une autre. Donc, welcome. Très bien. Le challenge technique ne semble pas vraiment orienté idéation, plutôt recherche d'infos, par exemple, état de l'art et nouvelles techno. Est-ce que vous pouvez détailler vos attentes? Je vais prendre la main. Donc, non, j'ai bien donné des indices, par exemple, j'ai bien détaillé effectivement des indices qui sont des pistes. Vous êtes libre sur le fond et la forme. Surprenez-nous. Voilà. À première vue, c'était les pistes que moi j'aurais suivies, mais dans un schéma de pensée classique. Mais vous, n'hésitez pas à aller dans tous les sens. Justement, vous faites à peu près le même schéma de pensée que nous lorsqu'on nous tasque pour une étude d'un projet. Allez-y à fond. Effectivement, l'état de l'art permet un petit peu de connaître les différentes capacités et ça vous permet ensuite de borner l'étendue des possibles sur le cloud dans l'espace et les capacités qu'ils vont donner aux forces. Mais après, vous en savez sans doute plus que moi sur ces technologies-là, donc surprenez-nous et vous êtes libre. Voilà, vous avez chasse libre là-dessus. Ce sont les organisateurs qui doivent se charger de mettre à disposition des coachs techniques en soutien aux équipes.
Alors, oui, il faut que les organisateurs se chargent de trouver quelques coachs techniques pour votre édition locale, mais sachez aussi que nous vous en apporterons aussi de la part du commandement de l'espace, bien sûr, et de nos partenaires. Donc, vous pourrez en avoir quelques-uns, mais nous aurons aussi des coachs techniques qui tourneront sur les éditions locales. Voilà, pour vous apporter de l'aide aussi et pour pas que vous ayez à en chercher non plus trop. Alors, il y a un bout de questions qui doit faire écho à la première question, une des questions qui a été posée sur les experts. C'est marqué sur la forme, mais je pense qu'on a répondu à Oui, ça. on a répondu tout à l'heure. On a répondu. De combien de membres est composé un jury? Les organisateurs se chargent de trouver tous les membres avec l'aide des sponsors. Oui, du coup, de combien de membres est composé le jury, ça dépend un petit peu du nombre de participants que vous aurez, mais disons déjà que vous pouvez faire 2 jurys différents car il y a 2 challenges différents et le jury peut être composé d'environ 4 ou 5 membres, voilà, grâce à l'aide des sponsors. Et si vous avez besoin, je pense que nous pourrons en apporter de la part de nos partenaires aussi pour compléter si vous avez besoin. Voilà. Combien de temps pour les pitchs? Combien de temps de pitch? Alors, on n'a pas encore arrêté totalement voilà, cette question, mais nous pensions à 8 minutes de pitch pour les éditions locales avec quelques minutes de questions qui ne sont pas encore définies, et plutôt à 5 minutes pour la grande finale française. Ensuite, l'inscription des experts se fait comment? Via le pack sponsor? Alors non, les experts, donc vous aurez juste à les solliciter directement vous et à nous envoyer leurs coordonnées dans un tableau Excel et comme ça nous pourrons leur donner accès directement à la plateforme digitale si vous l'organisez en digital bien sûr. J'espère que c'est clair. Alors, je reviens sur la question sur le digital. Donc, ce sont les écoles organisatrices qui décident si organiser en présentiel, si elles le peuvent. Totalement. Tout à fait. Et si jamais les contraintes sanitaires nous imposent du tout digital, l'organisation centrale vous fournira les moyens d'organiser en digital cet événement. Nous avons déjà actuellement un certain nombre de solutions pour vous aider à mettre en place cette plateforme collaborative. Les équipes sont donc faites par Aerospace Valley en amont de l'inscription sur le site. Combien de participants par équipe? Alors, nous avions fixé les équipes à 2 à 5 participants. Voilà. Pas plus. La participation est-elle véritablement limitée à des M2 et jeunes diplômés? Autrement dit, les jeunes étudiants type L1, L2, L3 et ou M1 ne peuvent pas participer. On a déjà répondu à cette question. Ouais. En disant que c'était ouvert à tout le monde. Voilà. Les écoles auront besoin de mettre en place des ressources digitales. Alors, on vient d'y répondre. Si jamais la ressource digitale sera fournie par l'organisation centrale. La participation est payante? La réponse est non. Non, totalement gratuite. Les doctorants peuvent participer? Oui. Quel est le nombre de coachs techniques conseillés? Là, encore une fois aussi, ça dépendra du nombre de participants que vous aurez. Pour vous donner une petite idée, dans un hackathon classique, avec environ 150 ou 160 participants, nous avions une quinzaine à une vingtaine de coachs disponibles. Voilà. Comme ça, ils tournent. Il y en a qui peuvent être là l'après-midi, d'autres plutôt le soir, pour essayer de faire en sorte que les participants aient toujours des experts pas loin. Très bien. Alors, on va prendre les 2 dernières questions. Quel type de coach attendez-vous sur le défi? Alors, SHS, c'est le défi technique, j'imagine. Sciences humaines. Sciences humaines, pardon, oui, très bien. Pascal, peut-être que tu peux répondre. Quel type de coach attendez-vous sur le défi SHS? Là, ça touche à la géopolitique. Je pense que ça touche aussi au droit. Géopolitique et droit me semble être une bonne source de mentors. Ok.
Est-il possible de connaître le nom des contacts dans l'école organisatrice? Ben, pour des questions de RGPD, non, pas dans l'immédiat. Il faudra nous contacter directement et si les organisateurs locaux le souhaitent, nous vous mettrons en contact avec eux pour leur apporter votre aide ou Allez, je prends la dernière question. présenter. C'était la dernière. Oui, bien sûr, nous allons vous fournir cette présentation au format PDF. Et nous aurons en plus le replay de ce webinaire qui sera mis à disposition sur la chaîne YouTube Aerospace Valley dans les prochains jours. Donc, vous recevrez tout ça et vous pourrez la regarder plus en détail si vous le souhaitez. Voilà, il est temps de clôturer notre webinaire. Merci à nos 3 intervenants pour leur présentation. Merci de votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Nos mails s'affichent sur la présentation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi à tous et à toutes. Et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.